C'est le 19 juillet dernier. Il est 15 heures. Le thermomètre posé sur le rebord de ma fenêtre affiche 39 degrés. Dehors, les cigales font un bruit de scie circulaire et n'ont visiblement aucune intention de s'arrêter. Et moi, je suis allongé sur mon lit, les draps trempés, à fixer le plafond en essayant de me souvenir de ce que c'est qu'avoir froid. Mon voisin René a sonné à 17 heures avec un ventilateur de 60 € qu'il venait d'acheter en urgence à la supérette de Beaunieu. Un ventilateur qui brassait l'air chaud comme si l'air chaud avait besoin qu'on l'aide à circuler. Sa femme Gisèle dormait depuis 2 nuits dans la Kangoo, moteur tournant, climatisation à fond. Leur facture d'électricité pour juillet allait atteindre 250 €. La mienne était à 0, parce que je n'avais rien branché du tout. Likez si ça vous a aidé. Abonnez-vous si vous voulez la suite. Ma chambre, pendant cette canicule de 19 jours, n'est pas montée au-dessus de 26 degrés. 26. Alors que dehors, il faisait 39, 40, et par 2 fois, 42 degrés. Aucune climatisation. Aucun ventilateur. Pas le moindre appareil électrique dans cette pièce. Juste 5 choses que mon grand-père m'a apprises dans cette même maison il y a 50 ans. Des choses qu'il avait apprises de son père et que personne ne vous vend parce qu'il est impossible de vous les facturer tous les mois. Je m'appelle Marcel Fontaine. J'ai 67 ans. J'élève des abeilles dans le Luberon depuis 30 ans. Je vis dans un mas provençal qui n'a jamais eu de climatisation, qui n'en aura jamais, et dont les pièces restent habitables même pendant les pires semaines de juillet. Aujourd'hui, je vais vous montrer les 5 astuces que nos anciens utilisaient avant qu'on nous vende des machines pour remplacer ce qu'ils savaient faire avec de l'air, de l'eau et du bon sens. Mais d'abord, il faut que je vous dise quelque chose. Pas pour vous mettre en colère, même si ça risque de produire cet effet. La canicule de 2003 a tué 15 000 personnes en France. 15 000. En majorité des personnes âgées, seules, enfermées dans des appartements où la chaleur s'était accumulée jour après jour. Le rapport officiel a parlé de rupture des liens sociaux, de vieux laissés dans des boîtes en béton surchauffées. C'était vrai. Ce que le rapport n'a pas mentionné, c'est que beaucoup de ces logements avaient été construits sans volets extérieurs, sans ventilation traversante, sans rien de ce que les constructeurs provençaux mettaient d'office dans leurs bâtisses depuis des siècles. Parce que quelqu'un avait décidé que la climatisation allait tout régler. Mieux vaut construire des boîtes hermétiques et vendre la machine. Depuis 2003, les ventes de climatiseurs en France ont été multipliées par 7. L'industrie du froid pèse aujourd'hui 3 milliards d'euros par an. Ce n'est pas un complot. Personne ne s'est réuni dans une salle pour décider que les Français allaient oublier comment ventiler une chambre. C'est plus simple que ça. Quand quelqu'un peut vous vendre une solution blanche en plastique à 1 200 €, avec une pause à 300 € et un contrat de maintenance annuel, il n'a aucune raison de vous expliquer comment ouvrir vos fenêtres au bon moment. Alors, il ne le fait pas. On a oublié en 2 générations. Ce que nos grands-mères faisaient machinalement en juillet, on ne sait plus le faire. On transpire dans des chambres à 35 degrés en attendant que le plombier frigoriste se libère. Voici ce qu'on a oublié. La première chose, c'est une question d'horaire. L'air frais n'est pas rare en France en été, même pendant une canicule. À Apt, à Cavaillon, à Manosque, la température extérieure descend en dessous de 20 degrés entre minuit et 6 heures du matin. Cette nuit fraîche existe. Elle passe devant votre maison pendant 5 ou 6 heures. La question est de savoir si vous la laissez entrer
ou si vous dormez les fenêtres fermées en pensant bloquer la chaleur du dehors, alors que la vraie chaleur est déjà piégée dans vos murs depuis la veille. Mon grand-père appelait ça la respiration de la maison. À 21h, quand la brûlure du jour commençait à mollir, il ouvrait les fenêtres de toutes les pièces et créait un courant d'air traversant la chambre du bas, les 2 chambres du haut, la porte du couloir ouverte en grand. Il voulait que l'air entre par un côté et sorte par l'autre en traversant toute la maison d'une seule traite. Il ne voulait pas que l'air stagne dans un coin et se réchauffe. Il voulait que la maison soit un tuyau. Il faisait ça jusqu'à 2h du matin. Puis, il fermait tout, pas à moitié. Tout. Fenêtres, volets, portes de couloir. La maison devenait hermétique avant le lever du soleil et restait fermée jusqu'au soir suivant. Ce qui se passe à l'intérieur, c'est que les murs, le carrelage, le plafond, tout ce qui a une masse thermique absorbe le froid de la nuit. Les pierres d'un mas provençal, épaisses de 60 cm, stockent un froid de nuit et le restituent pendant 10 à 12 heures. Vous fermez à 2 heures du matin avec des murs à 19 degrés. À 15 heures, quand dehors il fait 40, votre chambre tient à 25 ou 26, sans rien allumer. Le problème, c'est que la plupart des gens font l'inverse. Ils gardent les fenêtres fermées pendant la journée par instinct, puis ouvrent le soir pour prendre l'air. Mais si les murs ont rayonné de la chaleur toute la journée sans que l'air ait circulé la nuit d'avant, vous ouvrez le soir sur une chambre qui cuit à 29 degrés depuis ses propres parois. Vous n'avez pas stocké du froid, vous avez stocké du chaud. Renversez l'ordre, ouvrez la nuit, fermez le jour. Ce soir, à 21h, programmez une alarme sur votre téléphone. Ouvrez chaque fenêtre de chaque pièce et créez un courant traversant. À 2h du matin, fermez tout. Demain, à 15h, votre chambre sera entre 5 et 8 degrés plus fraîche qu'aujourd'hui. Pas un euro dépensé. Si cette vidéo vous apprend quelque chose que vous ne saviez pas, c'est le bon moment de vous abonner à la chaîne. Il n'y a pas de produits à acheter ici, pas de liens sponsorisés, pas de recettes miracles, juste des méthodes que les anciens ont mises au point avant qu'on décide que les vieilles façons de faire ne valaient plus rien. La deuxième astuce, ma grand-mère la pratiquait sans en connaître le nom savant. Elle aurait rigolé si on lui avait dit thermodynamique. Elle appelait ça mettre le drap, et elle le disait, comme on dit, faire la vaisselle, avec cette façon d'énoncer les choses évidentes. Quand de l'eau s'évapore, chaque gramme qui passe de l'état liquide à l'état vapeur absorbe une grande quantité de chaleur dans l'air qui l'entoure. C'est exactement pour ça que vous avez froid quand vous sortez d'une piscine et qu'il y a du vent. L'eau sur votre peau s'évapore et elle emporte la chaleur de votre corps avec elle. La même chose se produit à travers un tissu mouillé suspendu devant une fenêtre ouverte. Un vieux drap de coton, trempé dans l'eau froide, essoré pour qu'il ne dégoûte pas, mais encore bien humide, tendu devant la fenêtre ouverte. L'air entrant passe à travers le tissu. L'eau s'évapore dans le flux et emporte la chaleur avec elle. L'air qui arrive dans la chambre de l'autre côté du drap est plus frais, de 8 à 12 degrés, que l'air entrant. 8 à 12 degrés, avec un drap et de l'eau du robinet. Ma grand-mère faisait ça, en Provence, dans les années 40 et 50. Elle avait un seau d'eau fraîche posé sous la fenêtre, et elle remouillait le drap toutes les 2 heures quand il séchait. C'était sa routine de juillet. Elle n'y pensait même plus. La condition à respecter, et c'est là que les gens ratent le plus souvent. L'air doit traverser le tissu, pas le contourner. Un drap plié en 4 posé sur le rebord d'une fenêtre fermée ne sert à rien.
il faut un drap tendu sur toute la largeur de l'ouverture, avec un courant d'air qui le traverse de part en part. Une fenêtre ouverte d'un côté, une porte ou une autre fenêtre ouverte de l'autre côté. C'est le courant qui fait le travail, le drap ne fait rien tout seul. Pour le tissu, le coton est indispensable. Les fibres synthétiques n'absorbent pas l'eau de la même façon et ne la libèrent pas lentement dans l'air. Un vieux drap de coton fin trouvé en vide-grenier pour 50 centimes est parfait. En Provence, l'air est sec et l'effet atteint 10 à 12 degrés. Dans le nord, en zone humide, c'est 3 à 5 degrés. Je vous dis la vérité sur les limites, parce que votre confiance vaut plus que votre enthousiasme du moment. La troisième astuce, vous avez peut-être vu des appareils qui la font pour vous dans les magasins de bricolage. 180 €, 200 €, avec un filtre à changer tous les 3 mois. Ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que la matière active à l'intérieur de ces appareils coûte 7 € au rayon aquariophilie. Le charbon actif. Pas les briquettes en pot de barbecue, c'est un matériau entièrement différent. Le charbon actif, vendu en granulés noirs, dans les rayons pour aquarium ou pour filtre de jardinerie. Un sachet de 5 à 8 €. Ce charbon est la matière la plus poreuse que vous ayez jamais tenue dans la main. Une seule poignée de granulés, si vous pouviez déployer à plat toute leur cavité intérieure, couvrirait une surface supérieure à cette pièce entière. Ces micro-passages font 2 choses à la fois. Ils retiennent une grande quantité d'eau pour leur volume et la libèrent lentement au contact de l'air, produisant le même rafraîchissement par évaporation que le drap mouillé. Et ils capturent les mauvaises molécules qui flottent dans l'air. Odeur, composés chimiques, humidité stagnante, les particules se collant à toutes ces petites surfaces. Abonnez-vous. La prochaine vidéo peut vous faire économiser encore plus. L'air qui traverse du charbon actif humide ressort 2 fois amélioré, plus frais et plus propre. Pour l'utiliser, étalez les granulés dans un plat peu profond, 2 cm d'épaisseur. Versez de l'eau dessus, laissez le charbon boire 2 minutes, puis éliminez le surplus. Les granulés doivent être humides, sans baigner dans une flaque. Posez ce plat directement dans le courant d'air de la fenêtre. Un plat au milieu de la chambre, c'est une curiosité. Un plat à l'entrée du courant d'air, c'est un système. Chaque matin, un verre d'eau pour remouiller. 30 secondes. Après quelques semaines, quand les granulés ont capturé trop de composés, vous les étalez sur une plaque et vous les laissez au soleil une journée entière. La chaleur chasse les molécules absorbées. Le charbon est régénéré et prêt à recommencer. Un sachet de 7 € dure toute une saison. Les fabricants d'appareils purificateurs ont bâti des gammes à 200 € sur exactement cette même matière. Ils lui ont mis un boîtier en plastique blanc, un petit affichage avec des lumières colorées, et ils vous vendent des cartouches 4 fois par an. Le charbon dans la cartouche et le charbon dans votre plat sont identiques. Ce qui coûte de l'argent, c'est le boîtier et le modèle par abonnement. Personne ne peut mettre une marque sur du charbon que vous régénérez au soleil. Alors personne ne vous en parle. La prochaine vidéo sur cette chaîne montrera comment utiliser le charbon actif pour conserver les légumes sans réfrigérateur, une méthode qu'on pratiquait sur les marchés provençaux bien avant la guerre. Abonnez-vous pour ne pas la manquer. La 4e astuce est la plus évidente et pourtant la plus mal comprise. Et si vous avez des volets extérieurs sur votre maison et ne les utilisez pas correctement, vous laissez partir une bonne partie du travail des 3 premières méthodes. Les volets extérieurs ne sont pas une décoration. En Provence, dans le Languedoc, en Sicile, au Portugal, tous les pays méditerranéens qui ont su vivre avec la chaleur avant l'invention de la climatisation
partagent la même architecture. Volets épais, murs clairs, larges débords de toiture. Ce n'est pas un hasard esthétique. C'est la réponse collective à un problème physique que plusieurs civilisations ont résolu séparément et de la même façon. Le rayonnement solaire qui frappe une fenêtre plein sud à 14 heures représente approximativement 9000 watts d'énergie thermique par 10 mètres carrés de vitre. Un climatiseur de puissance moyenne tourne à 1200 watts. Une seule fenêtre exposée en plein soleil de midi génère un besoin de refroidissement que 7 climatiseurs peinent à compenser. Fermez les volets avant que le soleil frappe et vous coupez plus de 80% de ce rayonnement avant qu'il entre dans la chambre. La règle de mon grand-père, volets fermés avant que le soleil frappe la fenêtre, ouverts après qu'il soit passé. Pas fermés en permanence, ça prive la maison de lumière et de ventilation. Fermés quand le soleil est là, ouverts quand il ne l'est plus. Les fenêtres au sud et à l'ouest reçoivent le soleil brutal de l'après-midi. Je ferme ces volets à 11 heures, avant que le soleil soit perpendiculaire au mur. Je les rouvre à 16 heures, quand il a tourné. Les fenêtres au nord restent ouvertes toute la journée, parce qu'elles ne reçoivent jamais de rayonnement direct en été sous nos latitudes. Il y a une erreur que beaucoup commettent. Ils ferment les panneaux intérieurs, les volets en bois ou en plastique sur la face intérieure de la fenêtre. Ce qui compte, c'est de bloquer le rayonnement avant qu'il traverse le vitrage, pas après. Un volet intérieur laisse le soleil passer à travers le verre, chauffer l'air entre le rideau et la fenêtre, et cet air entre dans la pièce de toute façon. La chaleur est déjà là. Un volet extérieur coupe le rayonnement avant le verre. C'est la différence entre empêcher un incendie et tenter d'éteindre des braises déjà tombées sur le parquet. Pour ceux sans volets extérieurs, sur une fenêtre exposée, une natte de bambou ou un store en raffia suspendu à l'extérieur suffit. 20 € en jardinerie. 7 à 10 degrés de différence dans la chambre sur l'après-midi. La 5e astuce est ma préférée. Pas parce qu'elle est la plus spectaculaire, mais parce qu'elle est la plus ancienne, la plus facile à fabriquer, et parce que personne ne peut en faire un abonnement mensuel. En Provence, les anciens connaissaient une propriété particulière de la terre cuite non vernissée. Les jarres des potiers de Bio, d'Aubagne, ces pièces à parois poreuses que les vignerons utilisaient pour l'eau et l'huile, maintenant leur contenu frais, même en plein été. Pas à cause d'une propriété mystérieuse de l'argile, à cause de l'évaporation, encore. La paroi d'une jarre en terre cuite non vernissée est microscopiquement poreuse. L'eau stockée à l'intérieur filtre lentement au travers de la paroi et s'évapore à la surface extérieure. Cette évaporation refroidit le contenu de façon continue. Les Égyptiens de l'Antiquité stockaient l'eau dans des jarres poreuses, posées devant les ouvertures ventilées des palais. L'air entrant passait sur les jarres mouillées et arrivait dans les pièces plusieurs degrés plus frais. Des ingénieurs de l'université de Niamey, au Niger, ont étudié ce même système dans les années 2000 et ont mesuré des températures intérieures de 10 à 15 degrés inférieures à l'air ambiant, en plein désert, sans une seule prise électrique. Vous pouvez construire exactement ce système pour moins de 12 €. 2 pots en terre cuite non vernissée, impérativement non vernissés, pas en plastique, pas en céramique émaillée. L'un doit s'emboîter dans l'autre avec 2 à 3 cm d'espace entre les deux parois. 3 à 5 € chacun en jardinerie. Vous bouchez le trou de drainage du pot extérieur avec un bouchon de liège. Vous versez du sable grossier dans l'espace entre les deux pots
jusqu'en haut. Vous saturez ce sable d'eau propre en versant lentement jusqu'à ce qu'il n'absorbe plus rien. Vous posez une ardoise ou une petite planche sur l'ouverture du pot intérieur. Vous drapez un linge humide par-dessus l'ensemble. Le sable stocke l'eau. Elle s'évapore lentement à travers la paroi poreuse du pot extérieur, de façon continue, pendant des heures. Dans une chambre de 10 mètres carrés bien ventilée, un seul de ces dispositifs fait descendre la température ambiante de 6 à 10 degrés. Le matin, vous remourriez le sable avec un grand verre d'eau. 30 secondes. Aucun fil à brancher, aucun filtre à racheter, aucun service après-vente à appeler le premier samedi d'août quand tout le monde est débordé. Moins de 12 € en tout. L'appareil dure des années si vous ne le faites pas tomber. Personne ne peut vous vendre un modèle supérieur, une version connectée, une garantie étendue. Il n'y a rien à étendre. C'est 2 pots et du sable. Je veux vous dire une dernière chose avant de terminer, parce que c'est ce que mon père m'a dit un soir sur la terrasse de ce mas, et que je n'ai vraiment compris que 20 ans plus tard. Il m'a dit « Les maisons provençales anciennes ne climatisaient pas l'air. Elles travaillaient avec lui. La ventilation nocturne tire parti de la fraîcheur naturelle de la nuit avant que le soleil la supprime. Le drap mouillé et la jarre exploitent l'évaporation que l'air chaud cherche lui-même à produire. Les volets anticipent la trajectoire du soleil et coupent la chaleur avant qu'elle entre. Le charbon actif humide rafraîchit et nettoie sans consommer 1 gramme d'énergie. Ces 5 choses ne font pas la guerre à la chaleur. Elles s'appuient sur elle, la détournent, l'épuisent avant qu'elle n'atteigne la pièce où vous dormez. La climatisation déclare la guerre à la chaleur. Elle consomme de l'énergie, produit de la chaleur à l'extérieur pour en extraire à l'intérieur et crée une dépendance totale à l'électricité et à la machine. Elle marche. Je ne dis pas qu'elle ne marche pas, mais elle vous coûte de l'argent chaque mois. Elle tombe en panne la semaine la plus chaude de l'année et si le courant s'arrête, vous suez comme avant, sauf que vous avez oublié comment faire autrement. Un homme qui peut maintenir sa chambre à 26 degrés pendant une canicule de 40 degrés avec un vieux drap de coton, un plat de charbon actif, 2 pots en terre cuite et en sachant quand ouvrir et quand fermer ses fenêtres, ne doit sa fraîcheur à personne. C'est ça que mon père voulait dire. Dites-moi dans les commentaires dans quelle région vous habitez et quelle est votre situation. Vous avez des volets extérieurs ou pas? Une cave sous la maison? Un appartement plein soleil en immeuble? Les 5 méthodes ne se combinent pas de la même façon, selon l'orientation et la construction. Décrivez-moi votre logement, et je vous dis quelle combinaison donnera le meilleur résultat cet été. Je lis tous les commentaires. La prochaine vidéo montrera comment ma famille a toujours conservé les légumes et les fruits de l'été sans réfrigérateur, dans la cave de ce mas, avec des méthodes qui remontent aux Romains dans cette région. Le concombre garde 3 semaines, la tomate garde 2 semaines à 15 degrés sans aucune machine. Vous allez voir comment. Revenez me voir. Et en attendant, ouvrez vos fenêtres ce soir à 21h. Plus de vidéos sur l'écran en ce moment. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suivante.